Bien, je vais continuer la conquête, puisqu'on était déjà parti sur les grands espaces transatlantiques, pour vous parler aujourd'hui finalement d'une création portuaire. En fait, d'une création portuaire, c'est un peu plus complexe que ça. Je dirais même un complexe portuaire, puisque quand on parle de Veracruz, au XVIe siècle, il ne s'agit pas seulement de Veracruz, mais d'un ensemble d'installations qui s'articulent entre la côte et les îles qui lui font face et qui forment le premier grand site portuaire américain et notamment mexicain. Et donc je m'intéresserai uniquement à cette Veracruz du XVIe siècle. Bon, on connaît souvent Veracruz dans les études, la Veracruz quand elle a déménagé au XVIIe siècle, et puis on s'intéresse beaucoup moins à la période plus ancienne, pour une simple et bonne raison, bien évidemment, comme toujours pour les historiens, c'est le manque de sources, ou en tout cas le peu de sources direct, en tout cas avant 1550, et donc bien évidemment des reconstitutions parfois hypothétiques que l'on est obligé de faire. Mais je m'avance déjà trop. Alors, pour commencer, sur le site même, il faut savoir que ce site a été reconnu dès 1518 lors d'une expédition qui a lancée par le gouverneur du Cuba, Velázquez, et qui a confié à Juan de Grijalva la conduite d'une petite expédition de plusieurs navires pour remonter la côte du Mexique contemporain depuis la péninsule du Yucatan pour remonter donc vers le nord. À plusieurs reprises, Juan de Grijalva essaye de trouver un port, comme l'on dit, un puerto, c'est-à-dire ce qu'on appellerait nous un port naturel, si tant est que l'expression port naturel est une signification, en tout cas c'est comme cela qu'on la trouve dans les textes. On pourrait dire aussi Havre, pour tout simplement mettre ses navires à l'ancre et ensuite aller explorer un petit peu la côte du continent. Ce qu'il recherche, c'est un endroit plutôt abrité, et en effet, les seuls moments où il va s'arrêter, c'est à la hauteur justement... je ne sais plus où... Je vais prendre sur une carte... à la hauteur donc de cette petite baie ou petite anse en face des îles, des différentes îles qui y sont, et donc il s'arrête sur une première île, il s'établit sur la côte, et puis finalement l'espace ne lui plaît pas tellement, et donc il va aller sur une autre île un petit peu plus loin, qui est l'île de San Juan de Ulloa, et où il va commencer à explorer. Il y a déjà une première installation sur la côte, mais comme le dit l'un des contemporains qui participe à l'expédition, il s'agit juste de quelques baraques faites avec des branchages juste pour abriter durant quelque temps l'expédition. Et puis, Juan de Grijalva remonte davantage encore la côte, donc il suit cette côte nord, enfin cette côte orientale du Mexique, c'est l'autre, voilà. Il remonte sur plusieurs centaines de kilomètres jusqu'au Rio Panuco, donc nettement plus au nord, et finalement va rentrer à Cuba. Ce qui est intéressant, c'est que cette reconnaissance de la côte, cette reconnaissance d'un lieu où l'on puisse mouiller des navires et éventuellement débarquer sur la côte, va être signalée par le pilote de l'expédition au commandant de l'expédition suivante, Hernán Cortés, qui part, lui, conquérir véritablement la terre ferme, le continent. Il a une dizaine de bateaux, 500 hommes, des canons, des chevaux. On est loin d'une expédition pacifique. Bien évidemment, l'ambition est très nettement affirmée. Et c'est justement à cet endroit qu'avait été reconnu que Hernán Cortés va arriver, s'installer et, à partir de là, établir sa base pour entreprendre la conquête donc, du Mexique. Donc finalement, le rôle de cet lieu qui est tout de suite Veracruz, ou que Cortés va appeler Veracruz, qui est un lieu qui n'est pas un lieu précis, qui est un ensemble ou un espace, va s'affirmer à travers toute l'histoire de la conquête comme un lieu essentiel pour l'approvisionnement des soldats dans leur entreprise de conquête, et puis ensuite pour, bien évidemment, l'exportation des biens qui vont être produits dans cette nouvelle colonie pour aller vers Séville. Et très rapidement, donc, ce lieu s'affirme comme le principal port, non peut-être même de l'Amérique, mais enfin, on pourra en discuter longtemps, en tout cas comme une figure majeure portuaire dans l'imaginaire et dans la réalité même de l'Amérique. Pourtant, et c'est là-dessus que je vais insister aujourd'hui, les inconvénients d'un tel site et les difficultés de l'implantation espagnole sont aussi bien présents, et ce, dès le début, ce qui conduira d'ailleurs à déplacer la ville même de Veracruz et son port 4 fois
au XVIe siècle, bon, surtout au tout début, puis ensuite avoir une assez grande stabilité. Et donc je vous invite aujourd'hui à réfléchir un petit peu sur ce site et la façon dont il est perçu, la façon dont il est aménagé durant ce premier siècle finalement d'existence, et ainsi esquisser ce que pourrait être une économie ou les motivations d'une installation sur la côte. J'ai déjà beaucoup parlé. Alors, les avantages du site, ils sont signalés dès les premières expéditions. Là, vous avez une représentation d'arrivée de Cortés sur Trisimagé, bien évidemment, de la fin du XVIe siècle. Première chose, c'est un espace qui est relativement profond. On signale 7, 8, 9 brasses de profondeur qui permettent véritablement d'ancrer au mouillage des bateaux relativement importants. Et ça, c'est signalé dès le voyage, d'ailleurs, de Juan de Grijalva, parce que ça a été sondé. Autre chose qui est signalée et qui semble particulièrement importante, bien évidemment, c'est que l'accès à la côte est relativement aisé. Alors, pour vous en donner une petite représentation, voilà à peu près la côte telle qu'elle pourrait se présenter, on va dire. Ce ne sont pas mes photos de vacances, je vous le dis tout de suite. Mais voilà à peu près le type de paysage qui pouvait être rencontré. On pourrait continuer. Donc, à la hauteur de la Veracruz contemporaine, cette fois-ci. Et si on remonte un petit peu vers le nord, voilà le paysage, si vous voulez, que l'on peut constater. Donc un accès relativement aisé à la côte, même si cette côte est une côte sablonneuse sur plus de 650 km, ce qui empêche un établissement, en revanche, de construction solide pour pouvoir établir des infrastructures portuaires. Et ça, on va s'en rendre compte assez rapidement. Autre intérêt ou autre avantage, dirons-nous, c'est l'existence de récifs qui protègent finalement l'accès. Alors, je vais aller un peu plus loin sur une autre image. Alors, ici sont représentés ces récifs, ici sur la côte, et puis aussi en pleine mer, enfin en pleine mer ou proche des îles, ce qui fait que les navires qui veulent aller dans cet espace, dans cette petite baie, si vous voulez, doivent absolument être guidés au risque de s'échouer. Ce qui peut être donc un avantage, en même temps, il y a un inconvénient. En tout cas, c'est c'est perçu comme une relative protection du site, du moins dans ces premiers temps. Autre chose intéressante, c'est, alors là, les textes sont un peu plus, comment dirais-je, un petit peu plus complexes ou plus difficiles à lire, c'est la proximité de bois. Il y a assez peu de bois, véritablement, ou de forêt dans cet espace-là. Il faut aller un peu plus vers l'intérieur, mais disons que à une demi-journée de portage, on réussit à avoir du bois sur les premiers contreforts rocheux. Et puis, surtout, du peuplement. La zone, en tout cas, et c'est tout le travail qu'ont fait les archéologues sur cette zone-là, se rendent compte que finalement, c'est relativement peuplé. Alors, moins vers le sud, si je reprends ma carte générale, alors, cette zone-là est relativement peu peuplée, mais très rapidement, quand on remonte vers le nord, on a ici des centres de peuplement de grande ampleur. Il faut savoir que ces cités indigènes, notamment la ville de Sempoala, devaient à peu près compter une vingtaine de mille d'habitants au moment de la conquête. C'est une reconstitution et le chiffre est à peu près repris dans l'ensemble des chroniques. Même l'autre petite cité, Misantla et Kolipa, sont des cités indigènes qui regroupent plusieurs milliers d'habitants. Donc il y a une possibilité, vous le comprenez vite, de main-d'œuvre, tout simplement. Donc il y a un intérêt aussi à s'établir à un endroit où on va pouvoir peut-être négocier de la main-d'œuvre pour faire des constructions. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se vérifier. Alors bien évidemment, il y a beaucoup d'inconvénients. Oui, parce qu'il y a des avantages et aussi des inconvénients sur le site, qui sont tout de suite mentionnés d'ailleurs. Dès les premiers récits, notamment dans le récit de Bernal Diaz de Castillo, il mentionne bien évidemment cette difficulté. Bon, le sable, alors c'est un avantage, on aborde facilement, c'est un inconvénient parce qu'on a du mal à installer des choses durablement. Surtout, les moustiques. Alors ça, notamment dans le premier site d'implantation, ici, sur la plage, c'est vraiment les moustiques, tout simplement parce qu'on est dans une zone de climat humide, chaud et humide. Alors j'ai repris des précipitations justement pour vous donner quelques moyennes. Bon, on a quand même une moyenne de température mensuelle de 30 degrés.
pour vous donner un petit peu les choses. Et bon, alors je me suis amusé à faire des comparaisons avec l'Orient, bon, vous m'en excuserez. Mais au niveau de la pluviométrie, si vous voulez, on dit que la Bretagne est pluvieuse, mais or là, Veracruz, ce n'est même plus être pluvieux, puisqu'on a presque le double de précipitations annuelles, mais concentré, et en plus concentré sur les mois d'été. Donc là, véritablement, on a des précipitations qui sont très très importantes. Plus de 400 mm de pluie en juillet, si vous voulez, ce qui fait à peu près la moitié des précipitations annuelles à l'Orient. Bon, pour vous donner un exemple. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Cette chaleur humide est vraiment assez mal supportée. Cela va donner, bien évidemment, tout un tas de discours sur la difficulté et l'endroit malsain dans lequel on s'est installé. Autre difficulté, ce sont les vents. Vent du nord. Le vent du nord est toujours dur et redoutable. De septembre à mars, donc qui souffle de façon très forte, ce qui fait qu'on reçoit même du bois dit de Floride sur les rivages de Veracruz, pour montrer la circulation. Ce sont aussi les ouragans de l'été, qui sont là aussi très forts, et d'ailleurs, on en connaîtra quelques épisodes, notamment en 1552, avec le grand ouragan qui va entièrement détruire la ville de Veracruz. Donc, dans un premier temps, les Espagnols se sont installés ici, qui était le premier site, pour entreprendre la conquête du Mexique. C'est là qu'est fondée la première ville, à savoir Veracruz. Et puis, aussitôt, alors fondée, on n'a rien fondé sur place, c'est un acte de fondation officielle de la ville, avec la mise en place d'un cabildo. Et puis, donc c'est très formel. Et puis, Cortés ne se satisfait pas de cet endroit-là, et donc va rechercher, vous voyez, dès le mois de juillet 1519, un autre espace pour implanter finalement la ville. Ça sera la fondation donc, de la Villa Rica à Veracruz, à côté du village indigène de Cuyahuitzlán, qui permet d'avoir là aussi un appui en main-d'œuvre. Et d'ailleurs, Bernaldez de Castillo ne se cache pas qu'il s'agit, on est au moment de la conquête, d'avoir un appui finalement diplomatique plutôt que d'avoir une infrastructure portuaire pour amener des marchandises ou exporter des marchandises. Donc c'est vraiment un intérêt diplomatique qui se dessine à ce moment-là. Et aussitôt une ville, véritablement, enfin une ville, quelques éléments de ville sont mis en place, on trace un plan, on met une église, etc. Quelques années plus tard, finalement, la ville est déplacée. La ville est déplacée sur le site donc, de Veracruz, la Antigua ou la Vieja, comme on l'appelle dans les textes, qui est un site un peu plus en hauteur, qui se rapproche finalement du site initial, puisque les îles sont ici. On se rapproche des îles initiales, justement parce qu'on trouve que la situation qui était la plus au nord n'offrait pas assez de garanties, notamment de sécurité vis-à-vis des intempéries, notamment des vents, et offrait un havre finalement qui était assez réduit et qui ne permettait pas d'accueillir suffisamment de navires. Donc on revient finalement au site, non pas initial, mais un site qui se rapproche finalement du site initial. Cette Veracruz, elle n'est pas directement sur la mer, elle est un tout petit peu à l'intérieur des terres et sur les rives d'un fleuve. Et donc les produits qui arriveront n'arriveront pas directement de Veracruz, ils passeront par le fleuve pour arriver ensuite à la Veracruz. Donc voilà à peu près. Et donc cette Veracruz, la Antigua, sera le site qui sera permanent finalement jusqu'en 1600, au moment où sera déplacée la ville vers son site actuel, à Veracruz Nueva. Alors quels sont les aménagements? Et donc si vous voyez bien, il y a plusieurs sites. Et c'est pour cela que je reviens sur mon schéma. Finalement, on a quelque chose qui s'articule sur plusieurs sites. Et on pourrait presque parler d'un complexe portuaire, les mots sont peut-être trop forts, mais en tout cas d'un système qui est assez complexe. Ici, nous avons d'abord le port de San Juan, ce qu'on appelle le port de San Juan de Ulloa, et puis on a le port de la Veracruz. C'est-à-dire on a deux ports. On a un premier port, ici, qui est finalement, ce qui est d'une structure très simple, je développerai énormément dans le papier, donc je vais m'en tenir juste aux éléments essentiels, un quai et une tour. C'est tout ce qu'il y a. Un quai pour que les marchandises des navires qui mouillent dans la baie puissent être débarqués et réembarqués sur des canaux
qui vont aller jusqu'au port de Veracruz, remonter le fleuve pour être mis dans des entrepôts. Vous voyez la structure très particulière. Une tour qui est une tour qu'on va appeler une forteresse, mais qui pour l'heure, au moins jusque dans les années 1550, n'est jamais qu'une petite tour avec quelques canons. En revanche, sur l'île, il y a déjà une église, enfin une chapelle qui va devenir une église. On va avoir déjà un petit hôpital, on va dire un dispensaire, n'employons pas de gros mots, tout simplement parce qu'il y a une population qui est sur place, ce sont des esclaves noirs qui, durant à peu près toute la période, oscillent entre 80 et 200, et qui aident à la construction des infrastructures portuaires. À la Veracruz, il n'y a rien, ou presque, à part les entrepôts. Tout cela va être détruit et énormément abîmé en 1552 lors du grand ouragan. Et donc ça va être l'occasion finalement de la part de la monarchie de reconstruire et de mettre des priorités. Ça va être la formation, et je vais beaucoup plus loin. Je préfère ce dessin, il est plus joli, mais bon, c'est des questions de goût. Donc la construction, ici, c'est la première tour, il y aura une deuxième tour qui sera mise ici, et ici, ce qu'on appelle une muraille, la muralla de las Agueras, des anneaux, où les navires sont tenus par une chaîne ou par une corde, ils ne jettent pas l'ancre. Voilà à peu près la structure. Donc, c'est une structure défensive. D'ailleurs, on l'appelle la forteresse. Donc, les navires, vous voyez, mouillent ici, et puis, bien évidemment, j'ai plus de piles, voilà. Et vous voyez les petits bateaux qui vont aller vers la côte. Alors, je vous reparlerai un petit peu de cet autre site. Voilà, oui, on voit les petits bateaux qui vont vers la côte, pardon. Donc, cette construction ici, très imposante de la forteresse, qui va faire la fierté de Veracruz, si vous voulez, va occuper presque un demi-siècle, puisqu'on pense que finalement les travaux ont peut-être commencé dès les années 1550, mais finalement il semblerait que les travaux n'étaient achevés que vers les années 1580, d'après les témoignages ou les quelques témoignages que l'on puisse avoir. Il n'empêche que Veracruz est dénoncé systématiquement, cette fois-ci le port de Veracruz, dénoncé systématiquement comme étant malsain. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on prend bien en considération l'infrastructure qui est sur l'île de San Juan de Ulloa, mais le port de Veracruz, lui, pose problème à cette époque-là. Alors là, il y a beaucoup d'exemples. Donc déjà, le site est relativement malsain. Alors il est malsain, outre parce qu'on est dans une zone intertropicale et qu'on a du chaud humide, aussi parce qu'on est sur un fleuve qui déborde très souvent, et on a des récits catastrophiques comment dirais-je, de ces inondations qui ruinent à plusieurs reprises la ville, et donc les infrastructures, et donc les entrepôts, et donc toute la richesse qui était entreposée. Et cela va durer. Aussi parce que, là, quand on se plonge dans les archives, des petites choses plus simples, les habitants eux-mêmes, bien évidemment, se préoccupent très peu de l'hygiène de la communauté, et on jette les cadavres et des Indiens et des esclaves noirs dans le fleuve. Ce qui fait que, bien évidemment, on a des taux de maladie, ce qui fait dire d'ailleurs à tous les voyageurs qu'on ne peut pas vivre à Veracruz, et dès qu'une femme est enceinte à Veracruz, elle s'en va aussitôt pour aller accoucher à Jalapa, un peu à l'intérieur des terres. Donc, c'est dire qu'on a aussi une structure de port qui est assez particulière, avec une population qui est très faible, essentiellement de la main-d'œuvre, très peu de facteurs de marchands, et une ville, au contraire, qui se remplit, cette fois-ci, au moment où arrive la flotte. Il n'empêche que cette ville, finalement, va faire de la résistance, même si on veut absolument la déplacer très nettement, de façon très, très évidente, dès les années 1550, et on commence à envisager une implantation, finalement, beaucoup plus au sud, cette fois-ci, qui serait en face de l'île de San Juan de Ulloa, où il y a déjà un petit établissement. Donc, le site, c'est la Venta de Buitron, et ce petit site qui, déjà, héberge certainement quelques maisons, quelques entrepôts, peut-être même un quai déjà, puisqu'on sait qu'un certain nombre notamment
de passagers sont arrivés directement à la Venta des Brutrones. Et donc, finalement, dans les années 1590, les grands projets, notamment que va patronner la monarchie, vont finalement développer le site de la Venta des Brutrones, tout simplement avec le déplacement de Veracruz, qui est acté dès 1599 et effectif dès 1600. Et ainsi, on a un complexe, cette fois-ci portuaire, beaucoup plus réduit, si vous voulez, avec deux structures qui se font face. D'une part, une île où il y a l'ancrage, finalement, des navires, et puis, à terre, cette fois-ci, sur la côte, véritablement les entrepôts, les maisons de la douane, parce qu'il faut bien et les officiers royaux. Et c'est ainsi que, finalement, Veracruz, au début du XVIIe siècle, va entamer son affirmation et va, durant les premières décennies du XVIIe siècle, connaître sa plus forte période d'expansion, avec un nombre de bateaux de plus en plus nombreux, jusqu'à, bien évidemment, avoir un petit peu son déclin. Et je vous remercie.